Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison Et moi, Margot Elquier. et dans ce podcast, on part à la rencontre des mères de toute la France. Notre but, Remonter à la racine de leur engagement, comprendre leur quotidien leurs difficultés et leur réussite. et peut-être Vous donner envie de vous bouger, vous aussi, pour votre commune. vie de mère. C'est une sacrée vie de mère. Nous sommes le 8 mars 2025. Journée des droits des femmes, mais aussi à presque un an, jour pour jour, des prochaines élections municipales. Et à jour particulier, épisode spécial que nous avons l'honneur de vous présenter avec pour une fois non pas une maire, mais une membre du gouvernement, Françoise Gatel, ministre de la Ruralité. Alors rassurez-vous, Françoise Gatel connaît bien la vie de maire. Maire de Château-Giron en Ille-et-Vilaine de 2001 à 2014, elle a fait ses preuves sur le terrain avant de se consacrer à la vie politique nationale, en étant élue sénatrice puis nommée ministre en octobre 2024. Femme forte et humaine, excentrique mais centriste, franche et bien française, Françoise Gatel est aujourd'hui la ministre des maires ruraux, ces essentiels de la République, comme elle aime les appeler, qui ne représentent pas moins de 80% des maires. Avec Françoise Gatel, on a parlé d'un parcours de vie qui l'a menée de maire à ministre, de son engagement pour le statut de l'élu face à la nécessité de protéger et de valoriser leurs fonctions, mais aussi du réarmement de la ruralité et des défis qui nous attendent à un an des élections municipales. Bonne écoute! Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau pour ce nouvel épisode de Vie de mère. Première question pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petite ? Je ne sais pas. Je n'avais pas de rêve particulier. En tout cas, je ne me suis jamais dit un jour je serai maire ou je serai parlementaire. Je crois que j'ai baigné dans une famille où l'engagement allait un peu de soi. Ma mère s'occupait beaucoup de faire des jouets pour des orphelines qui étaient dans un orphelinat. Vous voyez, j'étais dans un petit village de 600-700 habitants. Mon père était pompier. Maman s'occupait des gens. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai été un peu éduquée des choses. S'occuper des gens. L'engagement politique aussi, aller de soi ? Alors, l'engagement politique, je l'ai eu assez tardivement parce qu'en fait, quand je me suis présentée comme maire en 2001, j'étais maire d'une commune de 5000, ou un peu plus de 5000 habitants. À l'époque, c'était vraiment un engagement apolitique et j'avais avec moi des personnes de conviction politique un peu différentes, mais j'ai toujours considéré qu'à l'échelle d'une commune de cette taille, on doit pouvoir se réunir parce qu'on est profondément attaché à la commune, on partage une même vision pour une communauté qui est faite de nos voisins de manière paisible et volontaire. Et donc quand vous êtes, pour revenir un peu à votre enfance, quand vous êtes petite, autour de vous, il n'y a pas de... Votre père, il n'est pas engagé dans le conseil municipal ou des choses comme ça ? Non, pas du tout. Personne dans ma famille n'est engagé municipal, mais on a toujours parlé de ce qu'on appelle la chose publique. Moi, je me rappelle d'un de mes grands-pères avec qui on parlait à l'époque, je sais pas quel âge j'avais, j'entendais à la radio parler de la guerre d'Algérie. Mon grand-père me racontait sa guerre et j'avais de l'intérêt pour la chose publique, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel je suis, voir que des filles qui étaient à l'école avec moi, elles venaient de ce qu'on appelle la campagne, elles venaient à pied, elles faisaient 4 kilomètres, ça m'épatait parce que moi j'étais près de l'école et tout ça. Donc vous voyez, c'est un peu l'attention aux autres et le fait qu'à la maison, on a toujours respiré cet air un peu extérieur, en disant chacun est responsable des autres. Mais ça se faisait, vous voyez, naturellement. On n'a jamais pensé qu'on allait sauver le monde. Et donc après, vous grandissez donc, en Bretagne. Oui. Comment ça vous faites des études ? Comment ça se passe ? Oui, alors moi je suis née dans un petit village qui s'appelle Rochefontaine, il y a 600 habitants. Et c'est vraiment voilà mon attachement. Ma famille était de là. Et moi, mes parents étaient boulangers. J'ai toujours eu des parents qui nous ont spontanément encouragés à
à aller de l'avant, à faire des choses. Et à l'époque, j'étais dans une école religieuse et la directrice disait à ma mère et à mon père, il faut qu'elle fasse des études. Donc j'ai dû quitter mon village pour aller, alors aujourd'hui ça paraît rien du tout, mais pour aller dans une ville à 35 km en pension. Je suis partie un matin de septembre, je suis revenue pour la première fois chez moi à la Toussaint. Et c'était difficile au début. Et puis, maman m'a toujours appris que voilà, les choses, elles se faisaient, s'enchaînaient, et que c'était plutôt une chance que j'avais de pouvoir faire des études. Je serais restée dans mon village, je l'aurais pas fait. J'ai des amis que j'aimais beaucoup qui n'ont pas fait d'études parce que leurs parents ont dit non, tu partiras pas. Voilà. Donc moi, j'étais, comment dire, une enfant. Je ne peux pas dire insouciante. J'ai une famille très protectrice, très aimante. J'avais une sœur, mais les choses, elles se faisaient un peu naturellement. Voilà. Et c'est bien que vos parents puissent vous dire ça, c'est possible, tu le fais. Et je l'ai fait comme ça. Vous avez fait de l'anglais. Oui. Pourquoi de l'anglais? Alors, je ne sais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, des jeunes qui vivent dans la ruralité, ils ont un peu les mêmes questions que moi. Donc moi, mon père est décédé, j'avais 16 ans, maman a dû quitter Rochefort-Venarman, donc c'était une période un peu difficile, que moi j'ai vécu un peu difficilement, et maman me disait toujours, non mais voilà, le moment est difficile, mais tu vas voir, on va le passer. Vous voyez, donc moi j'ai toujours été dans cet état d'esprit un peu positif, et puis par contre, je n'avais pas les codes des formations supérieures. Moi, je suis allée... donc, je passe mon bac à Vannes. Et puis, il fallait choisir. Donc, j'avais une copine qui était sans doute plus éveillée que moi, qui faisait des études d'anglais. J'ai dit, je vais faire ça. Enfin, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais je trouve que des fois, quand vous parlez, vous avez une petite intonation anglaise. Oui, mais c'est vrai. Oui. Alors, on me dit toujours ça. Vous avez un accent. Je dis, moi, je suis de Rochefort-en-Terre. Voilà. Mais on me dit, vous avez dû garder quelque chose de bon séjour en Angleterre que j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai gardé des amis. Voilà, donc sans doute que j'ai dû attraper l'accent là-bas et j'ai dû garder ça. Voilà. Donc, vous revenez en France, là, DESS sur les entreprises. Parce que là, vous vous dites, OK, il faut quelque chose pour que je puisse travailler, ça vous paraît assez général, donc... Oui, alors, j'avais démarré comme prof d'anglais, et puis, au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Et vous savez, c'était à l'époque où il suffisait de traverser la rue pour trouver un travail, c'était vrai. Moi, je vais à la chambre de commerce et d'industrie, je cherchais un prof d'anglais, j'y vais, on me recrute, enfin, vous voyez, il y avait pas de sujet. Et puis, au bout d'un moment, voilà, j'ai l'impression de tourner un peu en rond. Je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et puis, étant dans une chambre de commerce et d'industrie, j'avais du contact avec des entreprises. Donc, j'ai dit, tiens, je vais faire un DESS d'organisation et de gestion des entreprises. Donc, je l'ai fait en travaillant. J'avais mes 2 enfants, donc c'était une période... voilà. Mais j'aimais beaucoup ça parce que ça m'a procuré d'abord de rencontrer d'autres gens. Et puis après, d'évoluer, je me suis occupée de ressources humaines, je me suis occupée de logistique, j'ai accompagné les entreprises. Enfin, moi, j'ai eu la chance, dans cette institution, de faire plusieurs métiers, parce que quand j'ai été élue maire, j'ai travaillé à mi-temps, parce que j'étais maire, M-A-I-R-E, présidente de l'intercommunalité, ce qui n'était pas prévu, mais ça m'est arrivé. Voilà, j'avais mes enfants et je travaillais. Et donc l'exercice était quand même un peu compliqué, donc j'ai décidé de travailler à mi-temps, ce qui est un choix de beaucoup d'élus, ce qui fait que vous perdez de la rémunération, mais je n'ai pas envie de quitter mon travail, parce que je voulais rester, je ne veux pas dire dans la vraie vie, mais ça me plaisait beaucoup, mon travail. Et puis j'adorais la fonction, quand je suis devenue maire, j'ai adoré cette fonction. Et je l'adore toujours. Alors, je suis plus maire, mais je trouve que c'est le plus beau des mandats. C'est juste génial. Alors, justement, comment est-ce que ça arrive? Comment se présentent les élections? Parce que vous avez passé quand même presque 50 ans de votre vie sans être engagé politiquement. Et quel déclic se produit? Alors, moi, je crois beaucoup qu'on peut avoir des passions et qu'à un moment, on se dit, voilà, un jour, je ferai ça.
Et je le ferai à cet âge-là. Moi, vous voyez, les choses, elles se sont enchaînées parce que c'est un peu comme... il y a une porte qui est fermée, vous l'ouvrez, vous avancez, puis vous en ouvrez une autre. Voilà, moi, j'ai pas décidé de ce que serait ma vie. Je suis rentrée au conseil municipal, le maire est venu me chercher parce que j'étais dans des associations de parents d'élèves. Voilà, bon, c'est le vivier récurrent. Le maire vient me chercher, je rentre au conseil municipal, je suis conseillère municipale adjointe, j'adorais ça parce que je trouvais que je rencontrais toutes sortes de gens que je n'aurais jamais vus. Quand j'allais rencontrer les sportifs, les personnes âgées, c'était des gens qui n'étaient pas de mon univers et je trouvais ça vraiment bien. Et puis, le maire décide de ne pas se représenter et nous étions 5 ou 6 à dire faudrait peut-être qu'on pense à la suite. Et mes collègues m'ont dit, Françoise, il faut que tu y ailles. Ben, je dis, pourquoi pas, mais moi, si j'y vais pas toute seule, quoi. C'est-à-dire, vous venez, enfin, on y va ensemble, parce qu'on se connaissait, on avait un projet commun, des valeurs communes, et je trouve que maire, c'est un vrai mandat d'équipe, quoi. C'est du collectif. Et du collectif où les gens sont différents. Et c'est ça qui est formidable. Donc, ils m'ont dit, oui, ben, on va faire comme ça. Et donc, voilà comment les choses... Je suis devenue maire. Je suis devenue, je vous l'ai dit, présidente de l'intercommunalité, alors par le plus grand des hasards. Parce que les Alors, gens... là, il y a trop de suspense, il faut qu'on sache. Hein. Alors, oui, et puis c'est un peu grâce aux hommes, alors il faut raconter ça, même si je ne suis pas ultra féminine. Ceux qui voulaient être président, vice-président de l'intercommunalité n'ont pas été élus dans leur commune. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Donc, moi, on est venu me voir, parce que l'interco, c'était un peu compliqué. Il y avait des gens qui étaient fâchés. Enfin, et on est venu me voir, en me disant, toi, tu es nouvelle, tu n'étais pas au conseil communautaire, donc il n'y a pas de passif. Tu viens et tu es la présidente, enfin, tu es la maire de la ville principale. Alors, bon, je me suis dit quand même, si les gens qui y étaient veulent pas y aller, et je discute avec le maire qui m'avait précédé. Et je lui dis, c'est quand même un truc, moi je voyais bien que c'était compliqué, moi j'ai un travail. Je dis, mais Françoise, une fois que vous êtes dans le truc, vous êtes obligé d'avancer. Vous pouvez pas. Bon, donc j'ai dit, bah, je vais faire ça. Il n'y a pas le choix, il faut que j'y aille, quoi. Alors j'ai dit, ok, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un. Et j'ai dit, d'accord, mais je mets des conditions. C'est-à-dire, je veux que tous les maires soient au bureau. Je veux qu'on refasse un budget parce que je n'ai pas l'intention qu'on me laisse là et qu'on me dise 3 mois après que j'ai mal fait les choses. Voilà. Donc, on a fait comme ça. On a fait comme ça s'est plutôt bien passé. Et puis, notre communauté de communes s'est agrandie. Et là aussi, j'ai vraiment profondément aimé cette fonction. Parce que c'est une chance... fabuleuse. C'est difficile parce que vous êtes maire ou président d'une interco 24 heures sur 24. Quand vous sortez faire vos cours, il y a quelqu'un qui vous dit voilà, alors vous oubliez la baguette, vous rentrez tard, vous êtes dans la rue, vous voyez qu'il y a un mât électrique qui fonctionne pas. Enfin, vous voyez, vous êtes tout le temps en vigilance et vous êtes tout le temps, on va dire, d'astreinte et en même temps vous rencontrez des gens plutôt formidables. Moi, j'ai jamais été agressée par des gens. En même temps, je pouvais dire, bah non, je peux pas, je vous explique pourquoi. Mais j'adorais, et j'adore toujours rencontrer les gens. Et quand il y a eu la loi sur le cumul des mandats, moi j'ai dû trancher entre mon mandat de maire et mon mandat de sénatrice. Et dans la rue, je voyais les gens chez moi qui me disaient, mais Madame Guettel, vous restez pas maire? Ben, je dis non, parce que personne, enfin tout le monde trouve que cumuler des postes, c'est pas mieux. Ah oui, mais vous, c'est pas pareil. Parce que, vous voyez, quand les gens vous connaissent, et c'était vrai pour beaucoup de mes collègues, quand les gens vous connaissent, qui vous respectent, et que vous savez que vous ne changez pas, parce que vous êtes peut-être maire, mais vous vivez au milieu des gens. Moi, je faisais mes courses, enfin, voilà. J'étais une citoyenne parmi d'autres qui avait décidé de prendre un engagement, mais qui était vraiment un engagement citoyen. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à... Et vous voyez, je n'ai pas choisi, j'ai tranché. Et donc, vous l'avez vécu, l'avant-après cumul des mandats. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et est-ce que vous considérez que c'était une chose souhaitable que d'abandonner votre mandat de maire pour être sénatrice?
Alors, comment dire? Entre-temps, j'étais devenue présidente de l'association des maires de mon département. Donc, je parlais beaucoup aux élus locaux et j'ai un profond attachement pour les élus locaux. Et puis, on est collègues, vous voyez, puis on a des valeurs, du sens. Et je vois et je continue à dire que la France qui tourne au quotidien, c'est celle des élus locaux. Alors, je me suis dit, c'était au mois de juin 2017, je ne sais pas ce que j'allais faire. Parce que vraiment, j'étais profondément attachée à mon mandat de maire. C'est la seule fois où j'ai dû avoir un peu des états d'âme, où j'ai trouvé la vie un peu compliquée, quoi. Parce que le reste, je l'ai fait comme ça, de bon cœur, sans introspection. Et je me suis dit, bon, tu t'es présenté au Sénat, tu n'étais pas obligé de te présenter. Bon, maintenant, tu t'es présenté en septembre, ça veut dire que tu n'iras pas. Et puis, la mairie, c'est quoi? Moi, j'ai eu mon engagement, mais la mairie, elle n'appartient pas, enfin, elle n'appartient à personne. Et je me suis dit que, vous voyez, alors moi, j'étais maire d'une ville qui a plus de 1000 ans. Donc, cette notion du temps et que chacun est un maillon de la chaîne, je l'ai vécu comme ça. Je dis, voilà, moi, j'ai fait ma part. J'ai contribué, j'ai assumé mon rôle. J'ai été très heureuse. Il y a des choses que je pourrais faire. Et en même temps, personne n'est irremplaçable. Et que je voyais bien qu'autour de moi, avec mes collègues, la situation était aisée parce que les collègues savaient qu'il y avait quelqu'un qui était maire, qui était là et qui était heureux. Vous voyez, donc moi, j'ai pensé qu'il fallait que je stimule un peu l'équipe en me disant, non mais moi, si j'ai un accident, il va bien falloir que quelqu'un prenne la maison et que je ne serai pas toujours là. Puis un jour, les gens, ils en auront marre de moi. Donc j'ai réuni mon équipe d'adjoints et j'ai dit, bon, écoutez, voilà, moi, en septembre, je dois trancher. Maintenant, je me sens avec beaucoup d'humilité comptable de cette ville de Châteaugiron parce qu'elle m'a beaucoup donné. J'ai pris un engagement. On est à mi-mandat et peut-être que je vais arrêter. Mais qu'en tout cas, je n'arrêterai que si je sens qu'on peut construire quelque chose ensemble et qu'on construit le relais. Donc, j'ai fait 2 ou 3 réunions avec les adjoints et on a dit, voilà, en gros, je pouvais arrêter et voilà comment on va faire et voilà comment on va construire. Donc moi, je suis restée à leur demande conseillère municipale, je n'ai pas voulu les encombrer. Mais ils m'ont dit, non, il faut que tu restes. Voilà, c'était un chemin qu'on avait pris ensemble. On avait une équipe de gens très différents, mais on s'entendait fort bien. Et on voulait sans doute aller au bout du chemin. Donc j'ai tranché de cette manière. J'ai écrit au préfet, parce qu'il fallait dire ce que je choisissais, mais je n'ai pas écrit le mot de démission. Parce que je considérais que je ne démissionnais pas de mon poste de maire, mais qu'il y avait une loi dont je ne partageais pas l'esprit, qui obligeait à trancher. Donc j'ai écrit une lettre très emberlificotée au préfet en disant, voilà, on est dans un pays où on croit que les arbres peuvent grandir sans racines et qu'il y a une loi et je serai au Sénat à tel moment. Donc en gros, je dis au préfet, il vous appartient de dire les choses. Alors il m'a pas dit, non mais... ça, c'est pas possible. Vous m'écrivez pas une lettre comme ça. Vous m'écrivez que vous démissionnez. J'ai dit, je n'écrirai jamais que je démissionne. Moi, je ne manque pas à ma ville. Voilà. Alors, j'ai dû refaire une petite lettre, mais j'ai pas mis le mot démission. Et le préfet, il me dit, je vais garder votre lettre parce qu'elle est quand même assez unique. Et il l'a encadré dans son bureau. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a peut-être mis dans ses archives. Et alors, je quitte mon mandat de maire. Et j'étais très heureuse d'être sénatrice. Moi, j'aimais beaucoup ça, mais j'ai senti la transformation complète de ma fonction. Et c'est là où j'ai pris la mesure de ce qu'est la pression morale qui s'exerce sur un maire et mentale. Mais justement, juste pour revenir, parce que là, c'est un peu flou le moment où vous êtes maire et comment est-ce qu'on devient sénatrice ? Alors, oui, c'est une bonne question. Il se trouve que, donc moi, j'étais maire, présidente de mon interco, j'étais vice-présidente de l'association des maires de France, et puis, à un moment, on m'a dit, ce serait bien que tu sois sénatrice. Et donc, je me suis dit... Mais c'est qui vous dit ça ? Alors, d'abord, c'est pas comme ça que ça s'est fait. J'étais suppléante d'un député.
Pierre Méhaignerie, qui m'avait dit tu me succéderas. J'ai dit non, parce que je trouvais que sa circonscription, que moi j'étais à l'extrémité de sa circonscription et je trouvais que j'avais pas le profil. Et donc entre-temps, je suis devenue, je vous l'ai dit, présidente de l'association des maires de mon département. Et j'ai adoré ça, parce qu'en fait je découvrais, je continuais à être maire, mais je portais auprès du préfet, de l'association des maires nationales, la voix des maires et les préoccupations. Donc j'étais engagée autrement. Et de ce fait, je me suis dit qu'il y a un accompagnement de ceux qui font le job de maire qui est très important. Il faut qu'au Parlement, il y ait des gens font, enfin les parlementaires font la loi, il faut qu'on ait des gens qui connaissent les choses pour qu'on fasse des lois qui soient les plus pertinentes possibles et pas des lois un peu d'idéal qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Et donc, on m'a proposé, voilà, on m'a dit tu devrais être sénatrice, ça. Et ça m'a plu parce que je pense qu'en plus, vous voyez, moi, à chaque fois, je disais, j'ai ouvert des portes. Et que sans doute, mais j'ai pas d'obsession de dire, bon, alors il faut que je me trouve un truc. Non. À un moment, voilà, il y avait une opportunité qui se présente à moi, je l'ai saisie. Donc ça s'est fait, de cette manière. Et j'ai trouvé, quand j'étais au Sénat, que j'étais utile d'une autre façon et que je pouvais porter les préoccupations des élus, défendre des points de vue, mais que j'ai senti à un moment, enfin, les 3 premiers mois, j'étais pas bien, je flottais. Parce que quand vous êtes maire, vous devez décider de tout, vous avez 20 interpellations par jour, vous décidez, vous tranchez, vous avancez, voilà, bon. Et quand vous êtes sénateur, personne vous appelle parce qu'il y a eu un accident, personne vous appelle pour vous demander la décision que vous allez prendre sur une route qu'il faut mettre en sens interdit. Vous voyez, donc vous glissez dans un autre univers. Et que moi, je flottais. Enfin, j'étais pas... Quand je dis je flottais, j'étais pas bien. Vous vous sentiez moins utile ? Vous voyez, il fallait que je glisse dans un autre job qui est très important, le job de parlementaire, mais c'est pas pareil. Et c'était moins ma culture. Et puis, par contre, j'ai senti, mais vraiment physiquement, que je n'ai plus la pression mentale de la mère. C'est-à-dire, on m'appelait pas à 2h du matin, que dans la journée, moi, il m'arrivait rien, que j'avais des choses importantes à faire. Et du coup, j'ai mesuré, après avoir quitté la fonction de mère, ce que c'est d'être mère et le fait que vous êtes mère tous les jours et vous êtes mère toute la journée, même la nuit, et que mine de rien, pèse sur les mères cette pression mentale d'obligation de réussir, l'obligation de ne rien oublier, l'obligation de tenir son équipe, s'assurer que les conseils municipaux ils vont à peu près bien, que voilà, vous devez gérer le personnel, vous devez aussi être à l'interco. Vous voyez, c'est d'une complexité, d'une exigence qui fait que vous n'êtes jamais mentalement en repos. Et puis, voilà, ça s'est passé. Comment est-ce qu'on garde le sens des réalités quand on est sénateur ? Moi, je pense que j'ai toujours, comment dire, j'avais un travail, j'ai mes enfants. Donc, vous voyez, vous avez les pieds sur terre, vous devez continuer à remplir votre frigidaire, à vous assurer que vous êtes allé au pressing, que si vos enfants sont... Voilà, donc vous êtes comme quand vous bossez. Sauf que vous avez un engagement personnel très puissant, qui est merveilleux. Et puis, ça engage aussi votre famille. Parce qu'il faut gérer ça. En quelle mesure ça engage votre famille ? C'est énorme, parce que, pour plusieurs choses. D'abord, parce que votre temps ne vous appartient pas. Ça veut dire que vous avez souvent des réunions le soir. S'il y a un accident, enfin, moi, j'ai vécu ça comme d'autres. Un soir de Noël, j'avais plein de familles chez moi, on m'appelle, il y a eu un accident grave, je suis partie. Je suis revenue 4 heures après. Donc, ils ont ouvert les cadeaux et cuit le chapon sans moi. Votre famille, elle supporte cet engagement. Et vous pouvez avoir... Aujourd'hui, je pense que c'est plus vrai qu'avant, parce que moi, je n'ai jamais eu de colibets ou de gens désagréables. Mais qu'aujourd'hui, vous êtes l'enfant d'un maire ou d'une mère, vous êtes à l'école. Ça veut dire que vous pouvez être pris un peu en otage et vous pouvez être victime d'une forme de harcèlement. Vous êtes la femme du maire ou le mari du maire, vous allez avoir des remarques et des choses. Donc, il y a aujourd'hui un poids social qui est très lourd, qui fait que votre vie privée... Alors,
Après, quand vous habitez dans une grande ville, je pense que c'est différent. Mais moi, voilà, j'ai fait entre-temps, j'ai créé une commune nouvelle avec 3 communes, donc on est un peu plus de 10 000 habitants. Mais moi, là, aujourd'hui, je continue à faire mes cours, je vois les gens m'interpellent dans la rue. Donc moi, je vivais, je vivais, j'habitais, j'allais chercher mes enfants à l'école ou à la musique, mais j'étais mère. En même temps, c'est marrant parce qu'à vous entendre tout à l'heure, quand vous parliez de ce glissement, il y avait presque quelque chose qui relève du syndrome de Stockholm là-dedans. Il y a quelque chose mais ça, on le voit au travers de toutes les interviews qu'on a pu faire. Quelque chose qui tient et qui est plus fort que tout dans cet engagement et dans cette espèce de feu. Vous êtes embarqué. Vous êtes embarqué que vous avez choisi. Alors, certains n'ont pas choisi d'être mère, mais la plupart. Voilà. Donc, vous vous engagez, vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous engagez, parce que vous aimez votre ville et vous avez envie, on le dit, de servir. Bon, vous êtes élu le dimanche et lundi matin, moi je me souviens, on m'appelle le dimanche soir après les élections, il y avait un accident mortel, on m'appelle, il fallait que je gère les trucs, je ne sais pas du tout, moi, pompe funèbre, machin. Le lundi matin, je vais à la mairie, il y a des pêcheurs qui arrivent avec des seaux, il y a des poissons morts, donc ils arrivent dans l'accueil de la mairie. Madame le maire, c'est pas possible, il y a des poissons morts dans les temps. Et moi, je disais, je me suis engagée pour servir, vous voyez, le truc, la truie, faut que je gère les poissons, faut que le monsieur, il se calme, qu'on fasse ça. Et puis, vous tombez, total addict, parce que vous aimez ça. Vous fréquentez des mères et vous racontez des histoires de mères. Il y a des moments où, franchement, vous en avez jusque-là, parce qu'il y a toujours la personne qui, de toute façon, est mécontente de tout, elle va se plaindre, elle dit « je veux voir que le maire », et vous en avez marre. Vous avez des fois des trucs étonnants. J'ai raconté une anecdote, c'était au moment de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, vous voyez, 4 jours et demi. Bon, ça tombe sur la tête des mères, tout ça, voilà. Et puis, moi, je propose avec les adjoints de réunir les parents. Donc, il y avait au moins 300 ou 400 personnes à une réunion, qui on explique. Et puis, les parents, naturellement stressés, soucieux que leurs enfants soient pas trop perturbés, les parents commencent en disant voilà, alors, Madame le maire, moi, mon fils va au football juste après l'école, est-ce que vous pouvez l'emmener ? Ensuite, alors nous, c'est à l'école de musique, et c'était ça. C'est-à-dire, vous voyez, les gens très stressés pour leurs enfants se disaient comment on va faire. Alors, à un moment, moi, je ne sais plus comment répondre. Et puis, je suis partie spontanément. Alors, j'ai dit, écoutez, voilà comment on va faire. Alors, le foot, ça va être possible, d'emmener vos enfants. L'école de musique, on va faire le maximum. Alors, pour les enfants qui font poney après l'école, là, ça ne va pas être possible, à moins qu'on fasse venir le poney d'un cours de l'école. Et alors, moi, j'ai mes adjoints, c'était horrifié, puis je voyais bien les gens. Mais j'étais partie, mais c'était comme ça. Puis je dis, écoutez, bon, voilà, il n'y a aucun souci. Si vous avez des courses à faire, vous nous laissez la clé de la maison et on posera tout dans le frigidaire. Et alors, j'étais là, je m'écoutais, je voyais la tête des gens. Et j'entendais des gens qui... Non, mais t'es folle. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il y a eu un blanc. Et soudainement, il y a 2 personnes qui sont mises à rire. Et je dis, bon, on a compris. Et ben, je dis, voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, vous avez votre souhait d'organisation personnelle. Et je comprends, mais vous voyez bien que nous, on ne va pas pouvoir gérer le poney de votre fille. C'est pas possible. Donc, est-ce qu'on peut ensemble regarder comment on fait ? Et vous voyez, cette situation qui était très tendue. Voilà. Et donc, en disant ça, les gens, ils ont compris ce qu'ils nous demandaient. Ils ont vu spontanément, alors je ne l'ai pas dit de manière agressive, ils ont vu spontanément, en gros, oui, bon oui, c'est bien sûr, on a compris. L'humour, c'est une arme puissante en politique ? Alors, moi, je crois que vous solutionnez beaucoup de situations. D'abord, si vous arrivez à rester calme, parce que, vous voyez, les gens déchargent sur les maires ou le personnel municipal à la fois leur détresse, leur colère et leur angoisse. Donc, ils arrivent, ils ont un truc à dire, ça doit être traité, ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'éclairage chez eux, ils hurlent. Si vous êtes agressif, vous faites monter la pression. Donc, moi, je pense que le maire, il doit éviter d'être tout le temps en première ligne, parce qu'à un moment, c'est beaucoup, donc vous essayez de vous organiser pour gérer les choses. Et puis, à un moment, moi, je pense que quand vous pouvez prendre les situations
d'une manière drôle ou franche, faut faire. Alors, c'est plus facile à certains moments que d'autres. Aujourd'hui, vous voyez bien que le langage, si on va à l'Assemblée nationale, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Vous utilisez un mot, ça transforme la vie du pays, c'est un truc de dingue, quoi. Mais je crois qu'il faut être naturel et être bienveillant avec les gens. Puis si ce que vous dites, ça paraît naturel aux gens, voilà, ils trouvent que c'est bien, ça fait partie de votre personne. Faut pas changer. C'est une philosophie que vous vous appliquez également en tant que ministre? Ah ben, alors, ministre, c'est très provisoire. Vous le savez bien. Et que moi, j'ai pas rêvé dans mon village de 700 habitants quand j'étais maire d'être ministre. Moi, j'ai pas fait une course à un ministère. Quand on m'a proposé, j'ai dit oui. Alors, pourquoi j'ai dit oui ? J'ai dit oui avec beaucoup d'humilité parce que je pense que c'était Michel Barnier. Le pays était dans une situation compliquée. Et quand c'est compliqué, que ça va bien, il y a 3 attitudes. Soit vous restez sur le bord de la rive en disant mais le bateau va couler, quand est-ce qu'il va couler ? Voilà, donc vous regardez, vous êtes attentiste, soit vous êtes aussi là en rajoutant un peu de l'huile sur le feu. Donc, oui, ils auraient dû, je comprends pas comment ils font pas ça, machin. Et puis, comme le colibri, moi je prends souvent cette image-là. Le colibri, quand il y a un grand incendie, le colibri fait sa part. Il dit, bon, moi, ma part, elle est petite, j'éteins avec 4 gouttes d'eau, mais j'ai fait ma part. Et si tout le monde fait sa part, peut-être que ça ira mieux. Donc moi, quand on m'a proposé ça, je ne suis pas, comment dire... j'ai pas dit enfin, je suis non. J'ai juste, je me suis dit voilà, je vais faire ma part avec humilité et modestie. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, quand il y a une porte entrouverte, moi je vais voir. Et là, je me dis, c'est une aventure qui, quand même, enfin, c'est une chance. Vous le disiez, moi, aujourd'hui, on est dans une situation compliquée, avec aussi budgétairement, bien entendu. Et surtout qu'il y a une grande pression aujourd'hui qui pèse sur les collectivités pour qu'elles réduisent ce budget. Comment vous vivez le fait d'être la représentante des maires, enfin pas la représentante, mais disons la ministre des maires ruraux, et Oui. dans un contexte aussi difficile? Alors, je pense que le contexte est difficile financièrement, mais il est comme il est. C'est-à-dire, moi, je suis assez pragmatique. C'est-à-dire, on peut dire, ce serait beaucoup mieux si ce n'était pas comme ça. Oui, mais ça fait 50 ans qu'on est endetté. Donc, à un moment, ça se voit et ça se paye. Bon, donc, parce que moi, je crois beaucoup que notre pays a des tas d'atouts, qu'on doit choisir nos dépenses et nos actions, je refuse que le deuxième poste de dépense soit la dette. C'est-à-dire la dette, c'est des choses que vous devez, vous ne faites rien avec. Et que vous allez laisser à vos enfants la dette. Et que je pense que on est dans un pays où on ne pratique pas l'évaluation et qu'on pense que tout problème ne se résout que par de l'argent. Et quand le problème grossit, on remet de l'argent. Si c'était vrai, je pense que notre pays serait fabuleux, parce que c'est le pays d'Europe où la dépense publique est la plus importante. L'école est le premier poste de dépense. Je pense qu'on n'a pas forcément partout et tout le temps des résultats extrêmement performants. Donc, je pense qu'il y a des modifications d'organisation à faire, des évaluations, et qu'à un moment, c'est comme dans une famille, vous traversez une période un peu difficile, vous dites voilà, on va resserrer les choses de façon à retrouver de l'air et demain matin à refaire des choix. Si on reste et on continue à dépenser, je pense qu'à un moment on n'y arrivera pas, et ça veut dire que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'ambition pour votre pays. À un moment, j'ai vu que vous aviez utilisé la formulation « réarmer ». L'État doit réarmer les territoires. Pourquoi ce vocabulaire guerrier? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, réarmer un sous-marin nucléaire, c'est faire de la dissuasion. C'est pas faire la guerre. Moi, je regarde notre société comme tout le monde. Je regarde les votes. Je regarde la progression des extrêmes.
Et je me dis, on a dû rater quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il faut retrouver, j'aime beaucoup le mot de François Bayrou, la promesse française. C'est-à-dire que dans notre pays, chacun a le droit à une chance. Et chaque territoire doit avoir une espérance. Si vous habitez dans un territoire qui a été frappé par la désindustrialisation, si vous êtes condamné à ne pas pouvoir aller à l'école, au lycée, à ne pas avoir de travail, moi, je fais tout pour modestement, avec chacun, me lever le matin et faire ce qui est ma part très humble pour redonner de la vie. Et qu'il faut réarmer les territoires au sens que, quand on parle de la ruralité, les gens ont l'impression que c'est des champs à la campagne où il n'y a rien. Alors, il y a de l'agriculture, et tant mieux. Mais il y a aussi 30% de l'industrie qui est en territoire rural, ce qui est énorme. L'État s'est engagé depuis longtemps avec des maisons France Service, où à 20 minutes de chez vous, vous pouvez faire votre carte grise, vos allocations familiales, votre retraite. On a traité, enfin les maisons France Service ont traité 31 millions de demandes, 1 million par mois. 95% de gens satisfaits, c'est un truc de ouf, on n'a jamais eu ça. On réinjecte, on va dire, des capacités de commerce, on a des sujets de santé et peut-être de logement aussi dans la ruralité. Mais soit vous désespérez et vous dites la ruralité, vraiment, on s'occupe d'éteindre la lumière. Moi, je ne crois pas, parce que partout où je vais dans les Vosges, je suis allée dans l'Oise, je suis allée dans la Nièvre, je suis allée dans les Hautes-Alpes, enfin voilà, je vais partout. Partout, il y a ces maires qui sont ce que j'appelle des inventeurs de possibles. C'est-à-dire, ils vont vous inventer un truc, maison d'assistante maternelle pour garder les enfants, ils vont inventer un truc pour que des jeunes se déplacent. C'est-à-dire, il y a par exemple une interco qui met à disposition des jeunes des voitures sans permis. Ça a l'air de rien, mais ça change la vie. Vous allez à Nevers, vous avez un campus connecté. C'est-à-dire, les jeunes de Nevers et de Lanières, ils ne sont pas obligés d'aller faire une école à Rouen, où ils seraient un peu paumés, puisqu'ils seraient sortis de leur environnement, où ils devraient financer un second logement, et tout ça. Donc, quand je dis réarmer, c'est-à-dire il faut affirmer que la ruralité, c'est quand même 88% des communes et 22 millions d'habitants, ce sont des territoires où on doit habiter, vivre et travailler. Et que moi, ce que je défends, mais vraiment avec beaucoup de conviction, c'est la modernité de la ruralité. Parce que les villes qui aujourd'hui tiennent, on va dire, d'une manière positive, le haut du pavé, parce que il y a une globalisation, il y a une mondialisation, etc. Et qu'un jeune peut-être de Montpellier, il va être plus proche d'un jeune de Sydney qu'un jeune de la Corrèze. Et c'est vrai, vous le savez bien. Et donc, moi, je pense que la ruralité, elle est d'une grande modernité parce que la ville, et ça c'est nouveau, la ville, elle s'asphyxie si elle n'a pas la réciprocité avec la ruralité. Parce que la ruralité, elle vous alimente, elle vous fournit en eau et en énergie renouvelable. Et donc, le carburant des villes, c'est la ruralité, qu'en même temps, la ruralité, elle ne vit pas bien si elle est loin de petites villes où vous allez au collège et de plus... Voilà. Donc, on doit avoir une sorte de vision où vous pouvez vivre 3 ans dans ce qu'on appelle en ruralité, puis après, vous allez revenir à Paris. Il faut qu'on change le regard et que la cohésion sociale, freiner l'extrémisme dans notre pays, ça se fera parce que dans la ruralité, vous aurez une école, vous aurez des services, vous aurez du logement. Et c'est ça le sens, vous voyez, de réarmer, c'est-à-dire qu'il faut remuscler, recréer des services, soutenir les élus locaux, parce que je pense que vous pouvez avoir à la campagne des vies formidables, vous avez des expériences formidables en matière de culture. Voilà, il faut que les gens soient fiers. Mais vous avez dit aussi qu'il fallait arrêter d'avoir des stéréotypes aujourd'hui sur la ruralité. Mais aujourd'hui, être rural ou la ruralité, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est la définition pour vous ? Eh bien voilà, déjà la ruralité, on ne sait pas ce que c'est.
Donc moi, quand on m'a expliqué que j'ai le ministre de la ruralité, je suis allée chercher. Si, c'est vrai. Moi, je suis pas une archi-urbaine, je suis un peu entre les deux. Et en même temps, je suis née dans un village, vous voyez, de 500 habitants, 600 habitants, je suis en terre, et j'ai pu faire des choses, vous voyez, comme ça. Donc moi, je pense que tout est possible dès lors qu'on le permet, et qu'en tout cas, être rural. Aujourd'hui, il y a 22 millions de Français qui sont ruraux. Ça veut dire que ce n'est pas que l'agriculteur ou le fils d'agriculteur qui est dans son champ, dans un tout petit village, c'est aussi des gens qui vivent dans des petites villes en périphérie, des gens qui vivent dans des communes, donc ces communes résidentielles qui vont bien, des gens qui vivent dans ces petites villes, ce qu'on appelle les petites villes de demain ou les villes moyennes, où vous avez un collège, un lycée, mais vous n'êtes pas à l'hyperville. Et puis, vous avez cette ruralité qui est difficile, qui est celle qui aujourd'hui est en difficulté. C'est une ruralité agricole, enclavée, où vous avez un vieillissement de population, une baisse démographique. Et ça, c'est la plus petite partie. Puis après, on a découvert, depuis la période Covid, une ruralité très dynamique, qui est celle de ce qu'on appelle le tourisme vert ou le slow tourisme. Vous prenez l'exemple de la Loire à vélo. Vous pouvez vous retrouver en Haute-Loire ou je ne sais pas où, à emprunter avec des amis. Vous allez 3 jours, vous allez 8 jours avec des amis ou de la famille. Vous longez la Loire à vélo, vous arrêtez dans un joli village. Grâce au tourisme, les maisons étaient rénovées. Il y a des commerces, vous voyez. Donc c'est une ruralité qui ne doit pas être qu'une vitrine et qui ne doit pas être non plus le lieu de distraction. Mais ce doit être un endroit où on vit. Ça veut dire qu'il faut implanter de l'économie. Enfin, je vous disais, 30% de l'industrie en ruralité. Il faut que vous puissiez travailler, avoir un travail, aller dans une école de médecine. Vous voyez, les campus connectés, c'est ça, avec des résultats. À Poitiers, les jeunes qui suivent la première année de médecine ont des résultats supérieurs aux universités. Parce que, vous voyez, les gens sont dans un univers bienveillant et protecteur. Et donc, on retrouve beaucoup d'humanité, beaucoup d'attention aux gens. Et je trouve que dans la ruralité, vous pouvez avoir beaucoup de solitude, mais ça veut aussi la personne, elle compte. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui va s'occuper de quelqu'un. Et s'il n'y a pas quelqu'un, c'est le maire. On n'est jamais seul et on n'est jamais délaissé. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux et c'est la force de la République. Donc c'est juste quelque chose d'exceptionnel et de bien. Et après être passé par des fonctions à la fois de maire, de sénatrice et de ministre, d'où est-ce que vous vous sentez la plus utile pour agir pour les territoires ? Je sais pas, moi je suis toujours conseillère municipale, conseillère communautaire, donc je fais mon job. Quand je suis au Sénat, je faisais mon job. Ici, je pense qu'on peut être utile aussi. On a beaucoup travaillé sur, par exemple, les Alpes de Haute-Provence. On a eu des communes inondées très gravement. On les a accompagnées, on les a aidées. On a aidé des élus à définir un projet d'avenir montagne. Là, on travaille sur le statut de l'élu. Moi, j'ai porté cette proposition de loi au Sénat et elle va arriver à l'Assemblée. On va porter le scrutin de liste. C'est une autre façon de rendre, d'être utile. Et on a besoin de tous les stades. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'appelle la chaîne de production de l'action publique. Et vous êtes conseiller départemental, vous êtes maire, vous êtes conseiller municipal. Pour moi, c'est tout aussi indispensable que si vous êtes ministre. Parce que ministre, vous pouvez dire, Yaka, faut qu'on va faire. La vie, elle marche pas comme ça. Moi, je pars, je vais voir les gens, je les écoute, j'essaie de trouver des solutions et je trouve que les gens, ils ont des idées plutôt géniales. Quoi. Et que surtout, j'ai pas la prétention que c'est à Paris qu'on aurait une sorte de génie français qui ferait qu'on saurait tout et on le ferait bien. Ça se saurait. Vous pensez justement que c'est essentiel d'avoir été élu local pour être ministre ? Dans ce que je fais, moi, pour m'occuper de la ruralité, je veux dire, les élus, je comprends. Quand ils parlent d'un truc, de leurs difficultés, je les comprends. Parce que je pense que je suis toujours une des leurs. Parce que j'adore ça. J'aime ça. J'ai pas de nostalgie.
Mais je trouve que, vous voyez, et vraiment, moi je le dis avec beaucoup d'émotion et d'humilité, je trouve que les maires, il y en a à peu près 35 000. Tous les matins, il y a quelqu'un qui se lève pour ouvrir la mairie, ouvrir l'école, la cantine, l'éclairage public. S'il y a des inondations, ils sont là. Voilà, la France, elle tourne parce qu'il y a des élus qui, tout simplement et avec modestie, se sont engagés. Et ils répondent présent. On a vu pendant la Covid. Là, dans mon département, il y a eu des inondations. Mais c'était juste dingue, quoi. La manière dont les maires, ils ont réalisé, ils ont répondu. Ils savaient que monsieur machin, où il n'est pas là. Est-ce qu'il est parti chez ses enfants? Enfin, personne n'a été laissé de côté. Et je trouve que dans un pays où il y a beaucoup d'énervés, où il y a de la solitude, parce que chacun est concentré sur sa vie, parce que c'est compliqué, de se dire que voilà, il y a des centaines de milliers de gens qui s'engagent pour prendre soin des autres. Vous voyez, c'est une espérance. Je me dis, on est loin d'être fichu, parce qu'il y a cette force exceptionnelle. Justement, c'est une force exceptionnelle qui va bientôt être renouvelée. Quelle transition. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes de santé mentale, comme vous l'avez dit, de poids qui pèse sur les mères, aussi de problèmes de violence. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre en place et que vous pouvez mettre en place en tant que ministre pour préparer ces élections et pour armer aussi ces mères? Alors, je pense qu'il y a déjà eu des choses de faites, notamment sur les violences faites aux mères. Aujourd'hui, il y a des dispositifs d'accompagnement de chaque élu par la gendarmerie. On forme les gens à la gestion de conflits. Moi, je l'ai fait. Il faut les former à la gestion d'une équipe. Et je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Il faut leur redonner ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Il faut leur simplifier la vie. C'est-à-dire, quand vous êtes maire, vous devez faire. Et en même temps, vous avez des circulaires. Ah non, ça, vous ne pouvez pas. Ça, vous pouvez. Mais comme il y a ça, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, on vous met dans des impasses et on vous met devant des responsabilités. Donc, il faut simplifier. Il faut donner aux préfets de départements qui sont près des maires la capacité à apprécier. Vous dire, écoutez, là, on vous fait 2 injonctions contradictoires, je comprends, donc voilà comment on va faire. Il faut arrêter d'avoir des agences qui vous commandent des trucs de ouf et qui, enfin, des fois, on peut pas dire qu'ils maîtrisent les choses. Et puis, il faut affirmer l'importance de ceux qui sauvent. C'est pendant la période Covid, on parlait des essentiels, c'était les infirmières, etc. Les élus municipaux sont des essentiels de la République. Parce que fermez vos yeux 2 minutes, imaginez ce qu'est votre vie demain matin s'il n'y a pas d'élus. On recommence l'école, l'éclairage public, les pannes, enfin il n'y a rien, non rien. Y compris pour les personnes qui sont toutes seules. Donc ce sont les essentiels de la République et on sort d'années où vraiment on a fait un bashing des élus. On disait les élus ils cumulent, alors vous voyez le mot terrible. Ils ont des indemnités, ils sont responsables de tout. Il y a une relation de consommateur qui s'est installée. C'est-à-dire, vous avez des gens qui arrivent dans votre mairie qui vous disent « je comprends pas, je n'ai pas d'éclairage public ». Vous avez des gens qui ont des enfants au foot, qui vont dire « je comprends pas, mon fils n'a pas joué tout le match ». Donc vous voyez, vous êtes dans une exigence du citoyen, qui n'est pas un citoyen toujours engagé, et une recherche de responsabilité. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose, c'est sûrement parce que quelqu'un a failli, et ce sûrement, c'est le maire. Donc, on met sur les maires une pression très forte, et il faut, comme je le disais à la dame lors de ma réunion, chacun est libre de se présenter. Tout le monde ne le fait pas. Ceux qui le font, qui donnent du temps aux autres, à la commune, qui construisent des projets, ces personnes méritent la reconnaissance et la gratitude de l'État. Et moi, au Sénat, j'ai travaillé sur une proposition de loi sur le statut de l'élu, qui a été votée à l'unanimité au Sénat et qui va arriver à l'Assemblée bientôt, et qui reconnaît que si vous êtes une femme mère, vous pouvez avoir un congé maternité, comme si vous travailliez, qu'on doit vous permettre, si vous êtes étudiant, on doit vous permettre de venir de l'endroit où vous êtes à votre lieu de conseil municipal. Si vous avez des enfants,
on va vous indemniser pour les frais de garde, et que quand vous quittez votre mandat ou que vous n'êtes pas élu, vous devez avoir une sécurité, c'est-à-dire on vous donne comme une allocation chômage. Ça existe pour les parlementaires, je comprends pourquoi on ne le fait pas. Donc ça, on a proposé ça. Et puis ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Quand vous vous engagez en mairie, tout d'un coup, vous devenez responsable de l'urbanisme, responsable des écoles, vous apprenez plein de choses. Et quand vous devez retrouver un travail, c'est très difficile. Donc, dans cette proposition de loi, on a acté le fait qu'il doit y avoir une validation des acquis de l'expérience et que l'on puisse dire que quelqu'un qui était responsable de l'urbanisme, qui a géré le personnel, il a acquis des compétences qu'il doit pouvoir valider. Et puis, je pense que il faut qu'on ait une reconnaissance très officielle de l'État et que les maires, c'est pas toujours l'indemnité qu'ils recherchent. Alors, il faut qu'elle soit raisonnable, mais il faut qu'on les protège. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes élu municipal ou maire, vous êtes désigné par votre conseil municipal pour être membre d'un syndicat ou d'une société d'économie mixte. C'est la ville qui vous demande d'aller la représenter. Eh bien, vous ne pouvez pas prendre part aux délibérations. Si vous le faites, c'est prise illégale d'intérêt. Enfin, vous voyez, des trucs de fou. Donc, il faut sécuriser, protéger les maires pour qu'on puisse avoir des gens qui s'engagent. Sinon, on ne va plus avoir personne, quoi. Si le truc commence à devenir dangereux et que vous vous retrouvez au tribunal, bon, c'est bon. Vous allez dire, moi, j'ai autre chose à faire. Donc, l'idée, c'est de faciliter l'engagement, de le reconnaître, et de le sécuriser, et que dans notre pays, on ose dire, mais fortement, et qu'on ne se cache pas derrière son petit dos. Ah non, on ne peut rien dire, parce que vous comprenez, si on parle des élus et qu'on leur donne des avantages, ce n'est pas des avantages. Je veux dire, à un moment, le maire, il donne de son temps, du temps de sa famille, il doit au moins ne pas être mis en difficulté. Parce que si vous arrêtez votre mandat après 2 mandats, ou si vous êtes viré, vous avez très bien fait votre travail et pour le reste, ça veut dire que vous vous retrouvez sans rien. Mais qui accepterait ça dans sa vie? Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une grande affirmation démocratique de la part de tous pour exprimer notre gratitude aux élus. Il ne s'agit pas de les surprotéger. L'élu n'est pas au-dessus des lois. Mais tu n'es pas coupable parce que tu es maire. Non, il faut qu'on arrête. Et ce projet de loi, vous pensez qu'il pourrait être adopté quand? Alors, en tout cas, depuis ce matin, on a une date. Ah. Il va passer à l'Assemblée le 26 ou le 27 mai. Ah, très bien. On exclut pour Widmer. En tout cas, vous voyez, c'est pas l'alpha et l'oméga. Mais les gens, vous voyez, qui sont... Alors, je parlais tout à l'heure de ceux qui restent là, qui disent sur la rive, qui disent il y a qu'à Faucon. Alors, moi, je les adore. Ah oui, bah vraiment, il n'aurait pas dû faire ça. On ne comprend pas comment le maire a fait ça. Bah oui, mais vous auriez fait quoi? Et vous êtes où? Venez, engagez-vous, participez. Mais justement, ces gens-là, comment on fait pour les engager? Moi, je pense qu'il y a des gens que vous n'engagerez jamais. C'est comme dans les entreprises. Ce sont des grognons. Bon, faut pas se laisser dévorer par ces gens-là qui peuvent miner un maire. Et puis, il y a d'autres gens qu'on peut emmener. Parce que je crois, alors notamment dans les petits villages, j'ai vu ça dans l'Oise l'autre jour, le maire me disait « Ah non, mais moi, tous les gens demandent à aider. » Donc, il faut déjà aller vers les gens. Dans les petits villages, c'est facile. Et vous avez des gens qui peuvent avoir un engagement léger. Avec un collègue sénateur qui était maire de Cherbourg, après 2020, on a fait un rapport sur la démocratie participative. On se dit, non, mais les gens, ils veulent participer, ils vont même pas voter. Alors moi, déjà, ça me scotche un peu. Puis, on a regardé comment ça se passait. Dans les quartiers prioritaires de la ville, vous avez des dispositifs de concertation. Et tout ça, on voit qu'à un moment, les choses se sont un peu figées. Et en parlant, en discutant, en allant voir ce qui se passait un peu partout, on a inventé ce mot de démocratie implicative, qui est de l'engagement citoyen. Et alors, s'engager, c'est pas forcément devenir maire ou élu, parce qu'on n'a pas le temps, mais dans votre commune, on aménage un plan vélo. Vous êtes cycliste, peut-être que vous pouvez participer à une réunion. Vous pouvez participer à des actions de pédibus. Les enfants devraient pouvoir aller à l'école à pied très souvent. Les parents râlent parce qu'il y a trop de voitures auprès de l'école et ils sont les premiers. Et donc, moi, j'ai mis en place dans ma ville du pédibus, c'est des bénévoles qui emmènent les enfants.
Alors moi, j'entendais les parents, ah non, mais moi, je peux pas, je suis très pris. Je dis, écoutez, moi, j'ai travaillé, j'ai des enfants, j'ai à la mairie, 2 fois par semaine, dans mon emploi du temps, j'avais la conduite de mes enfants à l'école. Et c'est d'un effet extraordinaire, parce que d'abord, les enfants arrivent moins stressés que quand on les bouscule pour rentrer dans la voiture et que c'est difficile de se garer parce qu'il y a plein de gens. Donc, c'est plus paisible. Vous avez un temps de marche avec eux, c'est-à-dire c'est un temps de partage et familial. Et être 10 minutes en marchant avec ses enfants, vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est un temps partagé. Les enfants sont très fiers que leurs parents conduisent le pédibus, parce que, vous voyez, non, mais c'est énorme. Et vous avez rendu le service à vos enfants, qui sont fiers de vous. Vous avez passé ce bon moment avec les enfants. Et en plus, c'est une démarche archi-écolo. Et ça vous prend 1 fois 15 minutes dans la semaine. Donc, on n'a pas d'excuse pour dire je ne peux pas. Ah non, moi, c'est pas possible, je suis pris. Ok, ne devenez pas mère, mais faites un truc. Vous faites 2 heures de bénévolat à la médiathèque, de l'aide aux devoirs, enfin, j'en sais rien. On rencontre des gens, on se respecte. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est beaucoup éloigné de notre modèle de vie. Aujourd'hui, je pense qu'il faut retrouver des choses qui sont parfois plus aisées dans les petits villages. On voit des épiceries associatives, par exemple. Vous voyez, des gens qui tiennent une épicerie. Ce sont les gens du village qui font une journée tous les 15 jours, comme il y a les cinémas associatifs. Ben, moi, j'ai vu une dame l'autre jour, elle me dit, vous savez, je suis arrivée dans ce village, je connaissais personne, je suis arrivée avec mon mari en retraite, mon mari est décédé. Ben, c'est formidable, l'épicerie associative, parce que je sais que tous les mardis, je dois être là à 8h ou 8h30, ça m'oblige à sortir, j'ai un lien social. Elle dit, je suis vivante. Donc, c'est juste... moi, je crois que c'est plutôt un grand bonheur, même si, encore une fois, il y a des jours où vous dites, c'est pas possible, mais globalement, moi, j'ai jamais vu de gens regretter d'avoir été maire, et que les gens qui ont été maires ou parlementaires, j'ai toujours entendu, le plus beau métier, c'est celui de maire. Avant de conclure, peut-être juste une question pour revenir à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec ces 25 dernières années d'engagement, qu'est-ce qui a changé en vous ? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que moi, c'est comme chacun de nous, quoi. On trace sa route. On trace sa route. C'est des choix que l'on fait. Moi, j'ai été extrêmement enrichie, sans doute plus bienveillante et tolérante, parce que j'ai rencontré des tas de gens. J'ai compris pourquoi des gens adoraient le foot alors que j'aime pas. J'ai compris à détecter des signaux faibles, c'est-à-dire des familles qui vont rien dire, mais qui sont en souffrance parce qu'il n'y a pas d'argent. J'ai appris à aller dans les EHPAD avec des personnes âgées. J'ai rencontré des gens super, j'ai eu des fous rires énormes. Enfin, moi, je suis extrêmement heureuse de ce que j'ai fait, mais qui est très banal, quoi. Donc, je pense que, voilà, moi, ça m'a nourrie et que je crois que je n'aurais pas pu avoir un autre chemin. Parce que c'est mon éducation, c'est mon engagement, c'est mon choix, c'est ma vie et c'est mon bonheur, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est le vrai pour tous les maires que vous pouvez rencontrer. Alors après, quand vous êtes dans des très grandes communes, vous avez des engagements politiques, c'est d'une autre nature. Mais c'est parce que, c'est tout bête, c'est parce que vous aimez les gens, vous êtes curieux, vous vous intéressez à des trucs et vous croyez que on peut faire des choses formidables à côté de chez soi. C'est quand même génial. À l'approche des élections municipales de 2026, comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui hésitent encore à se porter candidat. Mais quels conseils vous donneriez à des jeunes qui envisagent de se présenter ? Osez, allez-y, parce que je pense que vous allez trouver beaucoup de bonheur et que vous donnerez aux autres. Et en même temps, il y a une responsabilité collective d'accompagner ceux qui se lancent. Ça veut dire que je pense que ceux qui sortent, ou ce qu'on va appeler les seniors, doivent accompagner, rassurer. Voilà. Moi, quand j'ai été élue maire, mon prédécesseur était là, il est décédé 1 an ou 1 an et demi après, mais quand j'avais un truc un peu compliqué, je pouvais aller le voir, on prenait une tasse de café et en parlant avec lui, vous voyez, ça m'éclairait. Et je pense qu'aujourd'hui, les associations d'élus qui ont toujours fait de la formation
pour les conseils municipaux qui se mettent en place. Alors, traditionnellement, c'était l'urbanisme, le droit et les finances. Moi, je leur dis, vous laissez tomber les finances. Formez les gens sur l'animation, sur le sens de l'engagement, comment vous êtes avec du personnel, parce que vous vous retrouvez à gérer du personnel, ça n'a peut-être jamais fait. Vous avez à gérer une équipe de gens, parce que la particularité d'une équipe municipale, c'est qu'elle est faite de gens qui ne se ressemblent pas. Parce que vous faites un échantillon représentatif de votre commune. Voilà, vous servez la communauté, donc il faut apprendre à gérer les gens, à être attentif, à sentir que Dupont, il va pas bien, il va devenir grognon. Moi, je crois beaucoup, vous voyez, une sorte de mentoring que vous choisissez, parce que c'est super chouette, et je pense qu'il y a des maires qui font ça très bien, discrètement, quoi. Ils viennent pas expliquer la vie, non, mais ils aiment cette relation, parce qu'il y a la notion de transmission. Parce que c'est une transmission que vous faites de votre ville, où vous pouvez mentorer quelqu'un d'une autre commune. Mais je crois qu'il faut qu'on invente ça. Et j'encourage des maires, je l'ai vu dans certains endroits, à dire, voilà, vous arrêtez, mais vous adorez ça, et vous serez quelqu'un de très bien, et faites-le plutôt avec quelqu'un qui n'est pas de votre commune. Mais moi, je trouve que la transmission, et pour un maire qui arrête à un moment, qui peut être très frustré, parce que quand ça s'arrête, c'est dur. Même quand vous décidez, parce que ça veut dire que vous n'êtes plus le premier, et donc vous êtes un peu en difficulté, et je trouve que si vous prenez le temps d'accompagner quelqu'un, vous voyez, vous avez cette sorte de transition qui fait qu'à un moment, vous transmettez, et donc vous arrêtez quand vous avez décidé d'arrêter. Moi, je trouve que c'est un sas très intéressant pour celui qui veut le faire. J'adore le concept de mentorat citoyen. Ah, oui. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir été avec Merci nous. beaucoup, Merci Madame la à toutes Ministre. les deux. En tout cas, j'étais très bavarde. C'est ça qu'on aime. On retiendra de cet épisode que dans un monde où le cynisme politique guette, Françoise Gatel tente un modèle d'engagement différent. De maire d'un petit village breton à ministre, il est possible de servir la République sans carriérisme, avec sincérité. Il s'agit de faire sa part, car chacun peut contribuer à son échelle à construire une société plus fraternelle. Son message est simple. Osez vous engager. Non pour le pouvoir, mais pour transformer positivement votre environnement. Car comme l'incarne le colibri, ce n'est pas parce que nos actions semblent petites qu'elles sont insignifiantes. À bientôt dans une prochaine Vie de mère. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors on imagine qu'il vous a plu. Pour nous soutenir, laissez-nous des étoiles, des commentaires, partagez l'épisode à vos copains et suivez-nous sur Instagram @vie de mère. Chaque soutien est hyper précieux. À bientôt dans une prochaine Vie de mère.